Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Paris United pour le deuxième numéro du Parc et au-delà. Je vous présente aujourd'hui mes deux compères. Tout d'abord, Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Salut Bonjour. Vincent, comment tu vas? Bonjour, très bien. Et ensuite, mon deuxième compère, il est auteur et enseignant et notamment auteur du dernier livre pour Paris United, une histoire populaire du PSG, 50 ans de passion. Salut JB, comment tu vas? Salut Mousse, ça va super bien. Donc, on va aborder aujourd'hui, comme le numéro précédent, on va aborder deux sujets. Le premier sera sur les conséquences de l'arrêt, les conséquences économiques, évidemment, de l'arrêt du championnat décrété par le président Macron. Et en deuxième partie, on fera un débat sur la gouvernance du football français et tous les problèmes qui en découlent, et notamment suite à l'arrêt du championnat, entre les présidents de clubs, le président de la Fédération française, le président de la LFP et les politiques. Donc, on abordera ça en deuxième partie. Donc, tout de suite, je vais donner la parole à toi, Jean-Baptiste. Donc, on va revenir sur l'arrêt du championnat, l'arrêt de la Ligue 1 et de tous les championnats pro en France. Et on va se pencher un peu sur les conséquences économiques de l'arrêt du championnat. Donc, je te donne la parole, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Si on regarde le championnat de France de foot aujourd'hui, il va être confronté à des pertes économiques qui vont être considérables, hein. D'abord, il y a 10 journées entières qui ne vont pas être jouées. Et donc, c'est des pertes en termes de billetterie, de sponsoring, c'est des partenariats qui n'iront pas jusqu'au bout. Déjà, ce poste-là est important. Ensuite, il y a la question des droits télé qui n'ont pas été versés par Canal. On estime aujourd'hui à 243 millions la somme qui va manquer à l'ensemble des clubs de L1. Et si on prend le PSG, parce que c'est quand même le club qui nous intéresse le plus, on estime qu'avec les droits télé et les pertes liées à l'absence de 10 journées, on est à plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins. C'est des sommes qui vont être très difficiles à retrouver, à assumer, et ça fragilise considérablement les clubs. Je pense à des clubs comme Marseille, je pense à des clubs comme Bordeaux ou Lille. Et puis il y a un dernier point, c'est le marché des transferts, qui va être affecté par justement la récession complète du football européen. Aujourd'hui, on sait à peu près que le football européen a perdu 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est autant d'argent qui ne sera pas là pour les transferts, et ça pose la question de la suite. Je te donne la parole à toi, Vincent. Est-ce que tu es d'accord avec Jean-Baptiste? Est-ce que Je ça suis va d'ac- être une crise sans précédent pour le football français et mondial, évidemment? Alors, ça va être une crise, c'est une crise déjà économique. Cette décision fait qu'on avait un problème de trésorerie, puisque il n'y avait plus d'activité. Mais ce problème de trésorerie, les clubs ont l'habitude de le gérer, c'est-à-dire ils le gèrent en général en juin et en juillet où il n'y a pas de match. Là, ce juin-juillet, c'était mars-avril. Mais ils continuaient à avoir des salaires à payer. Le problème, là, surtout, c'est que ce n'est plus un problème de trésorerie, c'est un problème financier. Pour être dans le complément de ce que vient de dire Jean-Baptiste, évidemment, la billetterie, c'est fini, on ne récupérera pas. Les droits télé, le manque à gagner, Jean-Baptiste l'a précisé, c'est clair. Le sponsoring, la plupart du temps, les sponsors ont déjà payé, mais ça veut dire qu'il va falloir négocier avec eux, soit des remboursements, soit des avoirs, soit des contreparties. Et donc, ça va impacter le budget de l'année prochaine à la baisse. Parce que si je suis sponsor 2020-2021, enfin 2019-2020 et 2020-2021, il y a de fortes chances que je demande un rabais sur 2020-2021 par rapport à ce que j'ai payé en trop, entre guillemets, sur 2019-2020. Donc, on va avoir ce sujet-là. Et puis après, le mercato évoqué par Jean-Baptiste, oui, c'est un vrai problème. Le mercato 2019, été 2019, a pesé pour 278 millions d'euros dans les rentrées des clubs français. C'est clair que ça ne va pas être le cas cette année. Déjà, parce que nos voisins ne seront peut-être pas. Enfin, la crise, elle n'est pas française, elle est globale. Donc, ils vont avoir aussi moins d'argent à acheter. Et puis, dernier point, c'est qu'on arrête aujourd'hui, nous. Donc, c'est sûr que le dernier quart du championnat, il est perdu. Mais peut-être pas pour nos voisins. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, si on peut comprendre toute la logique sportive de précaution par rapport à la santé des joueurs, tout ça, on peut être d'accord. Mais on était le dernier pays à déconfiner, donc on pouvait attendre de voir ce qui se passait chez nos voisins, parce qu'actuellement, tout le monde essaye de reprendre. Ça va peut-être pas marcher, mais si ça marche, non seulement nous, on aura perdu, et en plus, les autres vont sauver de l'argent. Donc, on va creuser notre écart. Donc ça, c'est très inquiétant. La contrepartie, peut-être, c'est que du coup, nos bons joueurs sont probablement moins, enfin,
seront probablement moins susceptibles de partir parce que les clubs en face auront moins d'argent à dépenser. Et l'autre point, par contre, c'est qu'il va falloir vraiment négocier quelque chose avec les joueurs parce que le coût des salaires est très, voire trop important pour beaucoup de clubs. Alors, je vous pose la question à tous les deux et tu répondras en premier, Jean-Baptiste. Vous considérez donc que la décision prise par le gouvernement était un peu trop hâtive? Est-ce qu'on aurait pu attendre un petit peu pour voir si on avait un peu plus de visibilité sur une éventuelle reprise, Jean-Baptiste? Je pense que la décision du gouvernement, on peut la comprendre, elle est légitime et elle se pose au regard des impératifs sanitaires. Après, il aurait été intéressant et intelligent, mais c'est compliqué d'avoir une décision européenne commune. Parce que là, finalement, on se met dans une situation où on est les premiers, alors que les Espagnols, les Anglais, les Allemands réfléchissent à reprendre. S'ils reprennent et s'ils arrivent à terminer leur championnat, ce qui est loin d'être acquis, faut être honnête. Mais si c'est le cas, je suis complètement d'accord avec Vincent, c'est-à-dire qu'on va littéralement creuser un écart qui était déjà considérable. Et puis surtout, on va se fragiliser tout seul. Après, Roxana Maracineanu l'a dit, le sport n'est pas la priorité. Les enjeux sanitaires et économiques l'emportent. Ça aurait peut-être été bien de considérer le sport à une autre hauteur. Je prends juste un exemple. Les courses hippiques vont pouvoir reprendre. Or, quelle est la différence en termes d'activité entre le foot et les courses hippiques? C'est la capacité à faire du lobbying. Le sujet n'était pas de traiter le sport et le sport professionnel différemment des autres. Mais à partir du 11 mai, on reprend une activité quasi normale. Donc le sujet, ce n'était pas de reprendre des compétitions le 11 mai. Donc il n'y avait pas d'urgence à prendre la décision là. Moi, je ne dis pas que la décision est mauvaise. Je dis que le timing n'est pas bon. C'est ça la nuance. C'est-à-dire que si d'ici fin mai, réellement, les Espagnols ont repris l'entraînement, ce qui devrait être le cas lundi, les Allemands ont repris l'entraînement, les Italiens cherchent à le reprendre, les Anglais aussi, les Grecs veulent reprendre aussi la compétition mi-juin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais s'ils y arrivent, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas en capacité ou qu'on n'aurait pas été en capacité d'appliquer les mêmes solutions qu'eux. Donc, on ne sait pas. Évidemment, le problème du coronavirus, c'est qu'on est face à des problèmes que l'on ne connaît pas. Et donc, on voit bien la position, par exemple, du gouvernement par rapport aux bars et aux restaurants, c'est de dire attendons fin mai et on verra si on peut rouvrir dans la deuxième quinzaine de juin. Il fallait tenir exactement la même position. En l'état, on ne peut pas reprendre. Mais attendons, on va voir. Là, on a pris une décision ferme. Alors, une dernière chose concernant ce débat, le président Le Gret souhaite malgré tout, et le président de la Ligue aussi, Didier Quillot, souhaite jouer les deux finales, donc Coupe de France pour Le Gret et Coupe de la Ligue pour Quillot. Ça semble un peu incohérent vu qu'on a cessé les matchs. Parce que, comme vous venez de le dire, on aurait peut-être pu attendre pour voir ce que font nos voisins européens et peut-être avoir la possibilité de reprendre. Donc là, si effectivement on reprend, si on joue ces deux finales, donc elles seront jouées à huis clos, donc on peut se poser la question, est-ce cohérent de vouloir jouer, même si c'est que 2 matchs, et de ne pas avoir tenté de finir le championnat? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce sujet-là, on comprend la logique. Pour la fédération comme pour la Ligue, c'est de sauver leurs droits télé et leurs partenariats. OK. Mais ça revient à faire un trophée des champions. C'est-à-dire que le trophée des champions, c'est par rapport à la saison précédente, mais c'est avec l'effectif de la saison à venir. Là, c'est ce qui va se passer. On va jouer donc une finale de Coupe de France et une finale de Coupe de la Ligue sur une qualification qui se sera jouée sur 2019-2020, mais avec un effectif 2020-21, puisqu'en fait, on va les jouer deuxième quinzaine d'août. Et là, les effectifs auront changé. Il y aura le mercato, il va s'enclencher. C'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs qui vont partir et d'autres qui vont arriver. Ça va être ça la réalité. Donc, je comprends la logique économique, mais en soi, il n'y aura pas de logique sportive. Mais ne faisons pas le procès de la Ligue et de la Fédération. On comprend bien qu'on est face à une situation exceptionnelle. Donc, on trouve des réponses exceptionnelles. Évidemment qu'elles sont imparfaites et elle aura comme imperfection l'absence de logique sportive. Moi, je vais aller dans le même sens que Vincent. C'est-à-dire que la logique finalement économique des deux institutions, Fédération et Ligue, elle se couple aussi à une logique sportive qui consiste à pouvoir désigner les clubs qui sont européens via les coupes. Et donc, ça permet de clarifier aussi les clubs qui vont aller en Coupe d'Europe. Et là où effectivement c'est incohérent, c'est que si on joue encore avec des effectifs
2020-2021, on se retrouvera dans une situation où les clubs les plus riches et les plus favorisés vont avoir plus de chances via les coupes de disputer finalement ces trophées. Ça pose beaucoup de questions en termes d'équité. Après, la situation est suffisamment grave pour éviter de polémiquer dans tous les sens, mais c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir s'il ne fallait pas attendre et s'il ne fallait pas finalement temporiser comme on va le faire. Le foot français aurait été capable de s'adapter et encore une fois, on constate des problèmes certes de gouvernance, mais surtout de communication. On va passer, si vous le voulez bien, au deuxième sujet qui concerne la gouvernance dans le football français. On a observé ces dernières semaines une cacophonie générale en termes de communication, surtout venant de certains présidents de clubs, pas tous. Et d'ailleurs, on peut rendre hommage au président Nicolin de Montpellier, Mhm. qui a fait une déclaration plutôt classe et plutôt à part, comparé à certains présidents de clubs. Pardon, je ne vais pas tous les mettre dans le même sac. Déjà, est-ce que ça donne une bonne image du football français? Je vous poserai d'abord la première question. Et la deuxième question, c'est quelle solution faut-il tout changer dans le système de gouvernance actuel? À vous de jouer, messieurs, et je vais donner la parole à Vincent. Tiens. Alors, est-ce que ça donne une bonne image? Bien évidemment, non. Il y a eu un titre que j'ai trouvé très bon de la part du journal de l'équipe qui était Une famille formidable. Oui, on est vraiment dans la période de crise. Si on veut passer une crise, on la passe au mieux en étant solidaire. Là, ce qui est clair, c'est que le football n'a pas été solidaire à tous les étages. À tous les étages, parce que les clubs se sont chamaillés et on comprend pourquoi ils se chamaillent. Parce que là, on parle de gros millions d'euros et qui peuvent représenter de gros trous dans les budgets des uns des autres. Ça peut aussi représenter la cession, la montée ou la relégation pour certains. Et on sait très bien à quel point une relégation peut être douloureuse. De fait, le RC Lens remonte, mais le RC Lens, quel parcours du combattant pour revenir en Ligue 1 et c'est pourtant un club qui, et je fais offense à aucun des autres clubs de Ligue 2, mais c'est un club du standard Ligue 1 dont on a l'habitude ou qui va se fondre dans la Ligue 1 parfaitement. Et pourtant, combien ça aura été difficile pour ce club de retrouver l'élite. Donc, on comprend tout cela, mais pour autant, le football n'a cessé de projeter à l'extérieur une image de cours d'école autour d'un enjeu économique important. Je crains que ça laisse des traces au niveau économique, c'est-à-dire que, pour associer l'image d'une marque, d'une entreprise au football, il va falloir être très puissant, c'est-à-dire un club comme le PSG qui représente bien plus que la querelle du football en France, mais qui a la capacité de véhiculer la marque dans le monde entier, peut rester intéressante. Pour d'autres clubs, ça peut fragiliser leur capacité à attirer des sponsors. C'est embêtant, c'est très embêtant. Deuxièmement, on voit bien que arrêter le championnat crée un gros problème entre la Ligue et les diffuseurs actuels. Et donc, il ne faut pas insulter l'avenir. Les diffuseurs actuels ne le seront pas l'année prochaine, mais ils le seront peut-être à l'avenir. Et donc, ces tensions-là, qui avaient déjà commencé, Canal+ était déjà en procès avec la Ligue par rapport aux Gilets jaunes et à un manque à gagner. Les appels d'offres entre Ligue, Canal, beIN, Mediapro qui est arrivé, créent des tensions dans cet écosystème-là. Je crois que M. Bernès a évoqué le fait que Canal ne se comportait pas en partenaire. Et Canal n'est pas un partenaire. Canal est un client. Canal achète des droits à la Ligue. Donc on aurait voulu conserver une relation partenaire, mais une relation entre deux partenaires se mesure pas nécessairement avec des appels d'offres et des conséquences commerciales importantes pour les uns ou pour les autres. Donc voilà, on est dans un business et on est dans des rapports de force qui, à mon avis, ne tournent pas à l'avantage du football français. Moi, je peux que partager l'avis de Vincent, puis je vais même aller plus loin. Quand on a vu que Noël Le Graët a dû monter au créneau sous la pression de son ministère de tutelle et qu'il a mis la pression sur la Ligue, qui dépend de la fédération, on se rend compte que c'était tout sauf l'image qu'il fallait donner du football français, qui déjà pâtit d'une chose,
c'est que l'image générale du footballeur est pas bonne. Si en plus les dirigeants de club font pas ce qu'il faut, ça va devenir compliqué. Et puis il y a une autre chose, c'est qu'on voit des tensions qui vont s'affirmer. Là, il y a 3 recours en tout cas de la part d'Amiens, de Toulouse et de Lyon qui risquent d'être déposés. Ça ouvre des procédures qui n'iront vraisemblablement pas à leur terme, mais en tout cas qui risquent de créer de l'instabilité pendant 1 an ou 2. Alors que finalement c'était peut-être pas nécessaire. Le linge sale, ça se lave en famille, et le football français en général avait l'habitude de ça. Et puis moi je vois une dernière chose, c'est que quand on voit ce que fait Canal par exemple pour le top 14, Canal s'est montré beaucoup plus solidaire avec le top 14. Et ils le font aussi avec une logique très claire. Ils ne seront pas les diffuseurs principaux l'année prochaine, ce sera Mediapro. Et donc, ils ont clairement décidé de prioriser un autre sport par rapport au football. Ça explique aussi la stratégie de tension. Qu'est-ce que ça donne en définitive? Ça donne de l'attention pour tout le monde, l'impression d'avoir une gigantesque cour d'école. Roxana Maraciné et à nous, sur laquelle on a une facilité à tomber, à quand même parler de cacophonie et à demander un petit peu de hauteur de vue à toutes ces personnes-là. Et puis tu le disais très justement, Mousse, le plus intelligent dans l'histoire, ça a été Monsieur Nicolin, qui à la tête de Montpellier a dit qu'il fallait un petit peu de décence. Et je pense que le terme, il est suffisamment clair. Là, on est vraiment dans le registre de la morale. On peut comprendre les logiques économiques, mais on a plus de 25 000 morts en France, et à un moment donné, il était peut-être préférable de taire nos discussions, quitte à s'invectiver en réunion, comme ça a pu être le cas entre Aulas et Hérault, et puis qu'au moment où il fallait prendre la parole, il y a un front uni. C'est tout. Pour l'instant, on ne l'a pas. Je crois que l'équipe de France a vécu le traumatisme de Naïsna. Elle s'est publiquement ridiculisée en en étalant sur la scène publique son linge sale et ses dissensions. Il a fallu quand même, je dirais, facilement 4 ans, 3 à 4 ans pour redorer l'image de l'équipe de France et du football professionnel. Et tout le sport en a pâti. Et tout le sport. Exactement. Parce que du coup, ça donne... Mais en fait, le football, la Fédération française, la Ligue, les clubs doivent comprendre que le football, c'est pour le grand public, pour ma mère, pour ma femme, mes amis, etc. C'est l'image du sport professionnel. C'est ça que ça donne. Et donc, si le football va bien, les autres sports peuvent aller bien. Si le football va mal, par effet de miroir, on pourrait croire que ça redore l'image des autres, mais ça ne donne pas la même puissance économique aux autres. Ce n'est pas vrai. Ce qui ne va pas aller dans le football ne va pas mécaniquement se redistribuer sur les autres sports. Donc, c'est le football, les clubs professionnels, le football professionnel actuellement fait du mal à son sport et au sport en général. Et à ce niveau-là, moi, faut faire très attention. On est toujours sur un fantasme de la ligue fermée. Je crois que ce n'est pas la culture des Européens. En revanche, c'est dans des situations de crise que des choses peuvent exister. Et à force d'avoir des dissensions, des tensions fortes entre des clubs, des ligues, des fédérations, des confédérations, il peut y avoir un acteur privé qui se glisse dans tout ça, qui dise « Bon, on va faire les choses autrement, les amis ». Donc faisons très attention à ça. Il est urgent, à mon avis, que le monde professionnel se ressaisisse et essaye de parler d'une seule voix. Ça lui coûte déjà l'arrêt de la compétition et peut-être une perte de compétitivité par rapport à ses concurrents si les autres reprennent, mais ça pourrait lui coûter encore plus que ça. Ouais, moi, je peux aller que dans le sens de Vincent, dans la mesure où le football français aurait dû penser en termes de filière et en termes de secteur, pas en termes d'entreprises qui ne sont pas liées les unes aux autres. Là, à force de jouer sa carte de manière indépendante, on fait exactement l'inverse de ce qu'a fait le hand. Le hand, ils ne sont pas embarrassés de détails. Ils ont clôturé la saison, ils ont choisi les représentants pour le Final Four de Ligue des Champions. Et puis, vous n'avez pas eu de voix discordante. Alors évidemment, ceux qui sont partenus sont mécontents. Mais médiatiquement, publiquement, ils se sont mis d'accord parce que ce qui compte, c'est de sauver le hand européen et pas de privilégier tel ou tel club. Et ça, j'ai peur qu'on le paye. Il ne faut pas oublier non plus que ça va toucher certes les clubs, le foot, le sport professionnel, mais aussi les médias qui parlent de sport. Et derrière, tout ce qu'on avait réussi à créer autour du sport, cette dynamique, elle risque d'être cassée par des comportements individuels qui sont ceux d'entreprises qui se veulent égoïstes, qui ont raison de gérer à leur avantage leur précaré, sauf qu'on risque de tous payer la note. Je remercie, messieurs. Puis le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, évidemment, c'est la proposition qu'a fait le président Jean-Michel Aulas,
Je rappelle que Jean-Michel Aulas est à la tête, je crois, où il a fondé le syndicat Première Ligue, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est Bernard Euh, Guiazzo qui en est à la tête, c'est ah voilà, c'est Saint-Étienne, ça. Pardon. mais forcément, il n'est pas loin. Voilà. Et du coup, ce syndicat, on peut dire aussi que ça a été fait pour histoire d'imposer une sorte de contre-pouvoir à la LFP et aussi à la Fédération française de foot. Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, on apprend que Jean-Michel Aulas a envoyé un document à la Ligue pour proposer un système de play-off pour pouvoir terminer le championnat français. Euh, Réaliste, irréaliste, je voulais un peu avoir vos avis à tous les deux. Vincent, pour commencer? Ça correspond à ce que moi j'appellerais un plan B. C'est-à-dire que si nos voisins reprennent, ils ne vont pas reprendre comme avant le coronavirus. Ça veut dire qu'ils vont reprendre à huis clos, c'est sûr et certain. C'est-à-dire si ça rejoue au football en juin ou juillet en Europe, ça sera à huis clos. Ça, c'est le premier point. Si on joue à huis clos, ça ne sert à rien de faire déplacer les équipes. C'est-à-dire ça ne sert à rien de faire un Metz-Brest à Metz et un Dijon-Toulouse à Dijon. Ça veut dire qu'on peut très bien être dans un schéma où on emmène tout le monde quelque part. Les Anglais, c'est exactement ce à quoi ils pensent. C'est-à-dire que la fédération anglaise est prête à mettre à disposition son Clairefontaine, c'est-à-dire son centre d'entraînement national, emmener toutes les équipes dans ce centre-là et puis faire des matchs à Londres. Ça évite de parcourir toute l'Angleterre. Je ne dis pas que ça va marcher, mais c'est une option où, en faisant ça, on réduit les déplacements, donc on réduit le nombre de contacts potentiels avec l'extérieur, donc les risques de contamination. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ça va marcher et que ça va jouer. Mais s'il y a un plan qui peut marcher, ça ressemblera probablement à celui-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle formule? Terminer le championnat, c'est-à-dire les 10 journées qui restent, ça veut dire en un mois et demi, faire un match tous les 3 jours. C'est vrai que c'est important en nombre de fréquences et que ça peut générer beaucoup de blessures. Le play-off, imaginez, c'est moins de matchs. C'est pas idiot. C'est pas idiot parce que ça réduit le nombre de matchs, donc ça réduit potentiellement le risque de blessure. Et l'autre point, c'est qu'un play-off, contrairement à une dizaine de matchs de championnat où les écarts sont déjà connus, où je peux très bien, prenons le cas du PSG, 10 matchs à jouer, mais une dizaine de points d'avance. On va jouer tranquillement pour ne pas prendre de risques. Un play-off, on va jouer de façon plus intense. Donc, c'est remettre des matchs, certes à huis clos, mais avec un intérêt sportif qui aurait pu générer un intérêt médiatique pour le diffuseur. Donc, c'était un plan B. Je ne pense pas que c'était... en fait, je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution, mais c'était une solution qui n'était pas nécessairement portée par Jean-Michel Aulas, certes, et on peut imaginer qu'il a ses supporters et ses opposants, mais c'était une option autre, exceptionnelle. Il ne faut pas le faire tous les ans, mais on est dans un cas exceptionnel. Alors là encore, hein, dans le sens de ce que dit Vincent, on peut penser ce qu'on veut de Jean-Michel Aulas, mais ça reste un entrepreneur talentueux et probablement l'un des meilleurs développeurs du football en France et une vraie référence à l'échelle européenne. Son business model est absolument incroyable avec l'OL. Et son idée de play-off, finalement, c'était la solution d'un entrepreneur face à une situation exceptionnelle. Et donc, il a réagi finalement en regardant ce que faisaient les autres sports. Après, la décision qui a été rendue par Édouard Philippe, c'est-à-dire d'interdire purement et simplement d'abord les sports collectifs, puis les rencontres du sport professionnel, et d'y mettre fin, ça a fait que l'État a clairement statué et a imposé cette décision à l'ensemble de ses acteurs. Donc, ministère, fédération, ligue. Et derrière, ça rendait caduque d'emblée toute alternative. Et là encore, on peut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que peut-être qu'on est allé trop vite. Quand on voit par exemple ce que la NBA avait en tête, c'est-à-dire de faire comme les Anglais pour le football, à savoir réserver un lieu soit aux Bahamas, soit en Floride, soit à Las Vegas pour continuer la compétition sous une autre forme, pour la terminer. Il y avait toujours cette option-là. Et puis moi, je vois surtout une dernière chose, c'est qu'il y a les élections en novembre qui se profilent pour la Ligue. On a vu la position de Roxana Maracineanu qui a dit clairement qu'il y avait trop d'instances, il y avait trop d'acteurs pour les prises de décision. Et ben, ça va augurer d'un mois de novembre qui, du point de vue politique, si les élections ont lieu, qui va être très intéressant à suivre parce que tout le monde sort affaibli de la situation et il va falloir trouver un candidat capable
de se retrousser les manches dans une situation de crise ultime, eh ben, bon courage à celui qui va être. Dans le prolongement de ce que tu dis, je pense que la décision politique est aussi le reflet de la cacophonie ambiante. Si le football professionnel avait eu une position, peut-être celle de Jean-Michel Aulas, mais une position unie, la position politique aurait peut-être été plus souple et de dire non, on ne peut pas reprendre l'entraînement tout de suite, mais n'aurait peut-être pas coupé court à toute option de plan B. Complètement d'accord. Et c'est ça qui est triste. Et finalement, espérons qu'un jour ou l'autre, on retienne de nos erreurs. Bah, très bien, messieurs. Merci, merci pour vos analyses pertinentes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un troisième numéro du Parc et au-delà avec mes deux camarades, donc, du coup, Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié. Parfait. Et Jean-Baptiste Guégan, auteur et enseignant, et notamment auteur du dernier livre pour Paris United, Une histoire populaire du PSG, 50 ans de passion. Merci, messieurs. Je vous souhaite une bonne fête du 1er mai, parce qu'on est le 1er mai aujourd'hui, et un excellent week-end. Et je vous dis tous à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.